Voici le tout nouveau Activia de Danone. Un yogourt qui contient la culture active probiotique BL, unique à Danone. Activia, la nouvelle génération de yogourt de Danone. Les brasseries Molson et Coors ont confirmé donc leur fusion, une transaction de 8 milliards de dollars qui donne naissance à une nouvelle société appelée Molson Coors Brewing Company, la 5e brasserie au monde. Je rejoins pour en parler le professeur en gestion stratégique au HEC, Louis Hébert. Bonjour, M. Hébert. Oui, bonjour. Première chose, regardons Molson parce que Coors est américain. Regardons Molson qui nous concerne directement dans un premier temps. Est-ce qu'on avait d'autres choix chez Molson que de favoriser cette fusion-là? Sans doute. Puis une des options qui était possible, c'est de demeurer un bon brasseur canadien, d'être une compagnie très bien gérée au Canada, se concentrer sur le marché canadien. C'était une autre option. Mais est-ce qu'on n'entend pas, M. Hébert, souvent, on n'a pas le choix. Il faut grossir. Avec la mondialisation, il faut toujours élargir nos marchés, sinon on va crever, on va venir nous tuer dans notre marché. Cette motivation-là peut être vraie, puis elle peut être justifiée. Cependant, il est difficile de justifier un geste, par exemple, comme la fusion avec Coors, sur la base de « on n'avait pas le choix ». Ne pas avoir de choix, ne pas avoir d'alternative, c'est rarement une bonne justification pour une telle décision. Bon, cela dit, c'est fait. Maintenant, on nous le confirme. Est-ce que ça va quand même être une bonne chose à court terme pour Molson? Est-ce que ça va pas lui permettre d'être plus compétitif sur le marché américain, par exemple? D'une part, oui, il y a une entente entre les deux conseils d'administration, mais les actionnaires n'ont pas encore accepté. Et là, il va y avoir un vote par les actionnaires. Et je crois que les conditions d'acceptation d'une proposition sont assez strictes. Je crois que ça prend jusqu'à 70 % des actionnaires pour pouvoir procéder, qui acceptent cette proposition pour accéder à la fusion. Donc, ce n'est pas encore fait. Êtes-vous en train de me dire que les actionnaires pourraient refuser cette entente-là, oui. qu'elle ne vous semble pas assez intéressante, ni pour Coors, ni pour Molson? Bien, écoutez, moi, les avantages pour Molson d'une telle acquisition ne sont pas très évidentes. Bien qu'on parle de synergie de 250 millions sur 3 ou 4 ans, il faut bien se rendre compte qu'on parle d'une entreprise qui, au total, va faire 8 milliards de dollars? C'est ça. 250 millions sur 8 milliards de dollars, on dit que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Mm-hmm. Alors, finalement, qu'est-ce que ça apporte aux gens de Molson? Je ne suis pas certain que ça va leur donner une meilleure compétitivité ou que ça va leur permettre un meilleur accès à des marchés étrangers, ce qui leur manque présentement. Est-ce que c'était Coors aux États-Unis quand même une compagnie qui avait du succès, qui allait bien, ou est-ce que Coors aussi avait besoin d'une bouée de sauvetage ou d'une bouffée d'énergie comme ça? En fait, on se retrouve avec deux entreprises qui rencontraient des situations très, très similaires. Il s'agit d'entreprises dans leur industrie qui sont de taille moyenne, qui étaient toutes les deux en perte de vitesse. Et si on les fusionne, bien, on se retrouve avec une grosse entreprise, mais qui est encore tout de même en perte de vitesse, mais plus grosse. Coors, depuis quelques années, comme Molson, avait en effet perdu des parts de marché et était laissé un peu derrière par le restant de l'industrie. Mais ça, c'est inquiétant de vous entendre comme ça. Ça veut dire deux petites compagnies qui sont en perte de vitesse, une plus grosse qui n'est pas plus rapide. Ça augure pas nécessairement bien pour Molson dans tout ça, là. Pas nécessairement, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut peut-être espérer d'autres propositions d'acquisition qui pourraient venir même de la famille Molson ou d'autres joueurs internationaux qui peuvent être soudainement intéressés par une acquisition de Molson. OK, c'est loin d'être fini tout ça. Bon, on va suivre ça. Merci, Louis Hébert, professeur de gestion stratégique au HEC. Merci. Au revoir. Au revoir. Juste vous dire que quand même, Molson, Coors, c'est des grosses business. On va vous montrer des chiffres. Le siège social d'abord de Molson, on sait bien, c'est à Montréal, alors que Coors, c'est à Golden, au Colorado. Des employés à Montréal, Molson est un peu partout 5 400, 8 500 du côté de Coors. Mais c'est quand même sur le plan des chiffres d'affaires et des ventes, 1,7 milliard pour Molson, alors que Coors se retrouve avec 4 milliards de dollars de ventes, ce qui fait croire que cette grande entreprise-là devrait pouvoir conquérir des marchés ou tout au moins stabiliser leur place sur ces marchés-là. Cela dit, Molson, c'est un incontournable, un nom vraiment incontournable à Montréal. Sans doute l'une des rares compagnies à avoir façonné l'image de la ville, parce que Maxime Landry, il faut dire que Molson, c'est pas juste de la bière. Non, absolument pas, Richard. Vous savez, lorsque vous entrez à Montréal par le pont Jacques-Cartier à l'arrière, la première chose que vous voyez, ce sont les enseignes de Molson, c'est la grosse horloge, c'est aussi les silos bruns qui s'élèvent dans le ciel ici le long du fleuve. Donc, il faut bien réaliser, il faut bien parler de fusion pour comprendre à quel point les activités de Molson sont diversifiées. D'ailleurs, pour réaliser le reportage que vous allez voir, on s'est promené pas mal en ville et ça témoigne donc de cette diversification-là. Et c'est donc le signe que Molson, c'est beaucoup plus qu'un simple verre de bière.
Ma bière connaît une notoriété qui surpasse mes attentes. Cette déclaration, c'est celle de John Molson en 1786. Les bouteilles ont évolué et aujourd'hui, la brasserie montréalaise affiche fièrement ses 218 ans d'histoire. Si les gros silos bruns ont pris une aussi grande place dans la ville, c'est parce que l'immigrant britannique, Molson, a su vendre un produit inconnu ici à l'époque. La brasserie, à l'époque, c'était quelque chose de nouveau. Les Canadiens français ne buvaient pas de bière à ce moment-là. Ça a bien changé. Molson a contribué à les faire changer dans ce sens-là. Mais donc, il a lancé une entreprise qui était peu répandue. Entrez dans un dépanneur et vous constaterez encore aujourd'hui que Molson conserve toujours une place particulière chez les consommateurs. Ici, ils achètent la Molson Dry, la plus la Milwaukee's Best Dry et la Black Label. Tous des produits Molson, donc. Ouais. Molson n'a pas que brassé de la bière au cours de son histoire. Autour des années 1800, la compagnie a même émis des billets de banque. Même aujourd'hui, si vous circulez dans le Vieux-Montréal, vous pouvez encore apercevoir la Molson Bank. Molson, c'est aussi le sport. À venir jusqu'à tout récemment, le nom Molson se retrouvait aussi au centre de la patinoire du Canadien de Montréal. La passe complètement seule, c'est complété. Touché. Pensez également au stade Percival Molson et aux Alouettes de Montréal, même dans le milieu de la santé. L'Hôpital général de Montréal. Eh bien, c'est aussi la famille Molson qui l'a fondé en 1821. Les générations se sont succédées, mais ne se sont jamais déplacées. Sans doute une des plus vieilles entreprises industrielles au Canada. Et en plus, elle a toujours été au même endroit, au pied du courant Sainte-Marie. Dans l'est de Montréal, c'est assez exceptionnel aussi. La fusion annoncée aujourd'hui prouve cependant que les temps ont bien changé. Donc, effectivement, partout à Montréal et depuis longtemps. Et puis Molson, qui est sûrement l'une des plus anciennes brasseries encore existantes. Absolument, Richard. Et vous avez vu dans le reportage la gamme d'activités, bien, c'est vous dire aussi que Molson a déjà investi dans des chemins de fer, dans les bateaux à vapeur ici sur le Saint-Laurent. On dit que c'est la brasserie la plus vieille en Amérique du Nord. Merci, Maxime. Au revoir. Au revoir. Dans un moment, Claude Poirier sur ce geste héroïque d'un policier montréalais. Et Normand Lester avec nous pour discuter de ce rapport sur le 11 septembre 2001. Le sous-titrage de cette émission vous est... Bonjour Claude. Bonjour Richard. Des images exceptionnelles de notre caméraman Eric Peters, de notre collègue caméraman, un policier qui sauve une extrémiste, une femme qui voulait se jeter dans le vide. Ça prend quand même tout un sang-froid pour capter cette main-là, la seule main qui l'accroche à la vie. C'est sûr et certain, lorsque vous parlez des policiers, ils vont vous dire qu'un des travaux très difficiles, c'est lorsqu'ils répondent à un appel qu'une personne a l'intention de mettre fin à ses jours. Heureusement, pour le constable Paquin, ça s'est bien terminé et également le constable Pelletier au cours de la nuit. Mais imaginez-vous, mon cher Richard, si, lorsque le policier Pelletier lui tend pour la prendre, pour la ramener sur le toit, il l'avait échappé, ça aurait basculé pas pour rire. Mais attendez, vous n'êtes pas en train de me dire qu'on aurait pu lui reprocher d'avoir au moins fait l'effort de sauver une vie, là? Il n'y a pas grand monde. Il y avait un caméraman, Eric Pecteur, qui était sur place. Mais compte tenu que si cette personne-là était décédée, on appelle ça une politique ministérielle. Et je sais que pour les gens qui nous regardent, c'est pas toujours facile. Je vous donne des exemples. Lorsque, par exemple, des policiers... On l'a vu mardi soir, lorsqu'on a appris qu'un individu était cerné par des policiers, il y a eu des coups de feu. On a appris par la suite qu'il s'était enlevé la vie avec son revolver 357. Mais là, c'est normal que la Sûreté du Québec soit demandée. Sauf quand on parle aux policiers, Richard, on commence à être tanné un peu à chaque fois qu'il y a intervention et puis qu'il y a soit décès ou une personne est blessée, on déclenche une politique ministérielle. Et ça, comme ça si coûte les cher. policiers étaient spontanément ou potentiellement coupables à chaque fois de quelque chose. Est-ce qu'on veut établir, est-ce qu'ils ont manqué de jugement, est-ce qu'ils ont mal posé? Et là, on doit prendre des fois 2, 4 ou 6 enquêteurs d'une escouade qui ont autre chose à faire que d'enquêter. Moi, j'étais un des premiers à dire qu'il faut qu'il y ait une certaine transparence. Quand il y a mort d'homme, il y a eu des coups de feu tirés, puis on n'est pas sûr, on doit confier ça à un autre corps de police. Mais là, je pense qu'on exagère depuis un certain temps. C'est incroyable. On a eu un exemple cette semaine. Il y a un gars qui s'est présenté au cimetière de l'Est. Les policiers ont négocié avec lui. Le gars s'est tiré. Il n'est pas décédé. Une politique ministérielle. Souvenez-nous, on n'a qu'à se rappeler l'affaire du comédien Serge Surgeon. Il est rencontré pas comme suspect. Il est rencontré par les policiers des crimes majeurs,
relativement à la mort de Mme Gravel parce qu'il la connaissait. Il y a un arrêt cardiaque au moment où il est interrogé par les policiers. Ça n'a rien à faire avec la cause. On confie ça à la Sûreté du Québec. Ouais, je pense qu'au ministère de la Sécurité publique, et quand le gars est victime d'une enquête ministérielle, bien souvent, il se retrouve à faire du travail de bureau puis vit des heures très difficiles. Est-ce que j'ai posé, oui ou non, le bon geste? Alors, heureusement, ça s'est bien terminé cette nuit, mais la ligne est très mince entre héros et des fois zéro. Merci, Claude. Au revoir, Richard. Au revoir. Bon, là, on vous parle d'un rapport qui était drôlement entendu, celui sur les attentats du 11 septembre 2001. C'est simple. On a, aux États-Unis, mais chez nous, ça n'aurait pas été mieux, c'était pas mieux. On n'a pas pris la menace terroriste au sérieux. Ça se trouve au cœur de ce rapport de la commission d'enquête. Les services secrets, les services de renseignement avaient accumulé des informations sur le coup que préparaient les terroristes, mais on n'est pas parvenu à relier tout ça ensemble. On en discute avec Normand Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. Bien sûr, qui est spécialiste en terrorisme de manière générale. Normand, dans un premier temps, regardons ce rapport-là. On a cafouillé, on avait des renseignements qui nous amenaient sur des pistes, mais on n'a pas pris cette grande menace terroriste-là au sérieux. Pourtant, il y a eu des attentats contre des ambassades américaines en Afrique. Il y a eu l'attentat contre le USS Cole. Ouais. Et il y a eu le premier attentat contre le World Trade Center où on voulait justement faire basculer un des édifices sur le deuxième, qu'il y a eu une catastrophe. Pourtant, les Américains ont pris beaucoup de temps à réagir. Et puis, il y a eu, bien sûr, des erreurs au niveau des renseignements, manque de communication aussi. Les membres de la commission ont souligné qu'il y a eu 10 occasions ratées là, où il aurait fallu de la chance, bien sûr, mais on aurait peut-être pu sonner l'alerte et empêcher l'attentat. Notamment, on a arrêté le Français Zakaria Moussaoui 3 semaines avant l'attentat du World Trade Center. C'est un type qui s'entraînait à piloter un avion, mais il ne voulait pas apprendre à atterrir. Alors donc, ça aurait dû sonner des cloches. Au même moment, il y avait un autre analyste du FBI en Arizona qui disait, écoutez, il y a plusieurs extrémistes musulmans qui prennent des cours de pilotage d'avion. Et donc, il avait alerté le FBI à Washington. Ce qui a manqué, c'est des analystes pour recueillir ces informations-là, parce que chaque partie de la communauté du renseignement aux États-Unis avait des informations, mais il n'y a personne qui était là pour intégrer tout ça, pour faire des analyses. Parce que aux États-Unis, on parle bien sûr du FBI, on parle de la CIA, mais c'est uniquement 2 de 14 organismes de renseignement. Et il y a peu de coordination entre tout ce monde-là. Et là, la commission, ce qu'ils veulent faire, c'est créer au niveau ministériel, ça va être un peu un secrétaire au renseignement, comme il y a un secrétaire à la défense, pour coordonner, pour surveiller le fonctionnement de toutes ces agences. Mais est-ce qu'on peut croire que ça finirait par être efficace? Parce que c'est une immense structure. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on réussirait avec un grand chef des renseignements comme ça à être plus efficace? Ça, c'est pas évident. Mais ce qui est sûr, et la Commission le dit dans son rapport, les menaces, elles, sont de plus en plus précises et sont de plus en plus dangereuses aussi. Les armes de destruction massive, donc fabriquer des gaz mortels, fabriquer, par exemple, des armes biologiques, c'est un peu à la portée de tout le monde là, qui a une maîtrise en biochimie. Regardez l'attaque à l'anthrax à Washington il y a 2 ans. On n'a jamais trouvé le coupable. Ça n'avait rien à voir, bien sûr, avec le terrorisme islamiste. Je pense que c'est quelqu'un qui était un peu dérangé mentalement qui a commis ces attentats-là. Mais quand même, on ne l'a pas trouvé encore. On n'a jamais découvert qui a fait ça. Et d'ailleurs, on le souligne dans le rapport, on a été surpris par l'imagination des terroristes, leur efficacité, leur organisation et la prédisposition à se suicider. Oui, ça non plus. Pouvait-on imaginer là, qu'une vingtaine de jeunes hommes, pendant 2 ans, décident comme ça, des fanatiques, de monter une opération qui finirait par leur propre mort pour se venger des États-Unis? Mais on envisageait d'autres choses aussi. On dit dans le rapport, par exemple, Al-Qaïda a considéré s'emparer d'une base de missiles soviétiques et forcer les Russes à lancer des armes atomiques contre les États-Unis. On a parlé aussi de s'attaquer à des communautés juives à travers le monde avec des gaz mortels. Donc, ces gens-là sont toujours en opération et sont toujours une menace pour les États-Unis. Dernier mot, on souligne quand même que ni l'administration Bush, ni la précédente, celle de Clinton, ne peut être tenue responsable de ces lacunes-là quand même. Non, on parle de défaillance majeure de l'ensemble du système de renseignement et c'est ça qu'on tente de réparer. Maintenant, est-ce que ça va protéger les États-Unis de toute attaque future? En tout cas, la plupart des analystes aux États-Unis pensent que c'est des cas de chance. Ça va être ça va être un cas de chance, mais il n'y a aucun système absolument imperméable. Donc,
tout est possible encore. Et il y a au moins, une on a menace sonné la directe. cloche cette On fois-ci. a sonné la cloche. La sécurité est renforcée partout dans les ports, dans les aéroports. Normand Lester, merci pour ces éclaircissements. Bonne journée. On revient à ce dont on vous parlait un peu plus tôt dans ce bulletin de nouvelles. Il y a quelques années, donc, le Cégep de Sherbrooke qui avait congédié un de ses professeurs qui était membre des Hells Angels et qui avait des démêlés avec la justice. Claude Berger qui a tout essayé pour être réembauché, mais aujourd'hui, il a perdu son tout dernier appel devant le tribunal du travail. Marcel Gagnon, pour la toute dernière fois, l'ancien Hells Angels accepte de commenter cette situation qui est très triste pour lui, ultimement. Bien, effectivement, et je vous dirais, en tout cas, vous et moi, qu'on n'aura certainement pas vu souvent un cas comme celui-là d'un musicien qui porte à la fois les couleurs des Hells Angels en règle et à la fois, par exemple, le petit papillon, évidemment, du musicien d'orchestre symphonique ou d'enseignant au cégep. Mais on aura toléré longtemps, finalement, au cégep de Sherbrooke, cette situation, jusqu'en 97, alors qu'une accusation de nature criminelle a été déposée contre lui. Claude Berger avait accepté de se retirer en s'assurant toutefois qu'il pourrait revenir s'il faisait la preuve qu'il coupait totalement les liens avec les Hells Angels. Le cégep a refusé de le réintégrer sous prétexte qu'il n'avait pas fait cette preuve. L'arbitre a donné raison et c'est un membre, c'est-à-dire c'est une personne déçue, mais pas quand même si affaiblie que ça. Vous allez voir que nous avons eu l'occasion de rencontrer. C'était important de reprendre ce poste-là. Oui, parce que j'excellais en enseignement. J'ai beaucoup de bons élèves qui jouent partout. J'en ai à l'USM, j'en ai qui jouent à Montréal sur des gros stages, j'en ai qui font le tour du monde. Puis c'est du monde que j'ai instruit. C'est du monde qui je suis certain que tu vas lui demander si je lui ai prodigué des bons cours. Il va dire oui. Moi, quand j'ai signé cette lettre-là, je l'ai signée de bonne foi. J'ai dit que quand je débarquerais des Hells Angels, j'aurais le droit de réenseigner. Ils m'ont dit oui, je l'ai signé. Je suis débarqué des Hells Angels depuis 2002, puis on me refuse. Ça me surprend que je n'ai plus le droit d'enseigner. Ça me surprend que j'ai signé une lettre, puis que j'ai pas été assez intelligent pour m'apercevoir que j'étais piégé. Et c'est possible de quitter et de couper les liens et de sortir des Hells, comme on dit. Oui. Pourquoi ça serait pas possible? Pourquoi ça serait pas possible de sortir des Hells Angels? Dis-moi-les. Qu'allez-vous faire là maintenant? Bien, ce que je fais déjà, je joue de la musique. Fait que je joue plus de musique que j'en ai jamais joué. L'arbitre met en évidence également ses arguments qui veulent, par exemple, que vous êtes propriétaire d'immeubles à Québec, entre autres avec une personne qui est, elle, un membre des Hells Angels. Cette personne-là, il est en prison depuis 10 ans. Si tu veux que je fasse, je peux pas, je sais pas, j'ai pas de contrôle sur lui. Je sais même pas s'il va être encore dans les Hells Angels, mais qu'il sorte. Mon intention, c'est d'aller faire le tour du monde avec mon talent. C'est ça mon intention présentement. Oui. Présentement, le spectacle de Louis Armstrong que je monte, que j'ai monté, que je produis présentement, je le rode, puis après ça, je pars ces croisières avec. Quand je chante What a Wonderful World, je vois les gens me regarder, puis je suis certain que je dois rayonner parce que je le vois dans le visage. Ça me satisfait. Et financièrement? Financièrement, ça va bien. J'ai travaillé fort toute ma vie, tu sais. Eh bien voilà, je vous dirais en terminant que nous avons omis volontairement de parler de cette cause qui est pendante au palais de justice de Trois-Rivières, déplacé d'ailleurs à Trois-Rivières, à la suite d'accusations portées contre lui pour menaces à l'endroit d'un juge. Et Claude Berger doit d'ailleurs revenir le 29 juillet prochain au palais de justice de Trois-Rivières, justement dans ce dossier-là. Marcel, vous l'avez entendu, il a une bonne voix? Oui. La voix de Louis Armstrong? Oui, ouais, okay. Je le crois. Oui, je le crois, c'est bien. Merci, Marcel. Au revoir. Au revoir.